Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque de Brancourt en Lannoy pour le 3e numéro de Virgule, l'émission littéraire de la Picardie des Châteaux en partenariat avec les Amis de la Fête du Livre de Merlieu. Un numéro qui a une saveur un petit peu particulière puisque nous sommes à quelques jours de la Fête du Livre qui aura lieu le 5 octobre et dont on reparlera pour conclure ce moment. Bienvenue à François Thibault. Vous venez en presque voisin. Oh oui, on n'est pas loin. On n'est pas loin, effectivement. Merci d'avoir accepté avec enthousiasme d'être l'invité de ce 3e numéro. Bienvenue dans l'aventure. Et puis, pour commencer, un petit portrait de vous pour vous faire découvrir. Et en guise de portrait, j'avais envie de lire la postface des rois barbares, qui est l'un de vos recueils de nouvelles. Oui. Et en tout cas, le début de cette postface, intitulée « François Thibault, l'ami des ombres ». François Thibault n'a que faire des apparences. S'il vit retiré, ce n'est pas parce qu'il attend l'oubli, mais il rêve, monsieur Thibault. À quoi ? Aux femmes qu'il invente, à la guerre, à l'injustice passionnante de l'existence, aux réprouvés, aux unions mal assorties, aux étranges phrases que les hommes se jettent à la figure dans l'affolement de la passion qui fait craquer les coutures des visages des gens du Nord et du Sud. Nous avons sympathisé dans un verger lors d'un banquet littéraire. Il y avait un âne dans le pré d'à côté, et je ne sais pourquoi nous avons ressenti une immédiate affinité pour cet animal. Peu après, en le lisant, je compris que je venais de rencontrer un écrivain. Et l'avantage de connaître des gens discrets, c'est que l'on peut aussi espérer gagner leur amitié en restant soi-même. Sans doute, du fait de son caractère intimiste et très personnel, l'œuvre de François Thibault a échappé à la connaissance du grand public. Mais pourquoi s'en plaindre quand on fait partie de ceux qui ont la chance de le lire ? Et nous, non seulement on a la chance de le lire, mais on a la chance de vous rencontrer en chair et en os. Et alors peut-être pour rebondir sur ce portrait, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette appellation de l'ami des ombres ? Oui, tout à fait, oui. Ça dépend quelles ombres. Mais il y a des gens qui disent que je suis un écrivain de l'ombre. Voilà, c'est pareil, quoi. Mais je n'avais pas pensé à ça, l'ami des ombres. Mais enfin bon, je sais pas. Par moment peut-être. Voilà. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Vous souhaitez aussi être en lumière. Oui. En tout cas que votre œuvre soit mise en lumière Oui. À travers les rencontres avec les lecteurs aussi. Oui, c'est vrai ça. Alors, vous avez écrit des romans, des recueils de nouvelles. Vous avez reçu plusieurs prix. L'un pour Notre-Dame des Ombres, l'autre pour le guerrier nu, et un prix pour l'ensemble de votre œuvre. Est-ce que vous attachez une importance particulière aux récompenses et aux prix ? Ah ça fait toujours plaisir, oui. Enfin bon, il y a plus important. Mais si, c'est très agréable. Surtout celui-là qui a eu le prix, comment il s'appelle déjà ? Joseph Delteil, et l'autre qui a eu le prix Léoto. C'était très joyeux, quoi. Mais il y avait tellement de monde quand je suis allé là-bas, je suis arrivé 5 minutes en retard, que j'ai pas pu boire un verre. Tout était vide, ils avaient vidé tout le whisky. Hein. Et après, c'était la cohue, ils voulaient tous des dédicaces. Il y avait un monde. Enfin, c'était très animé. Mais ça reste un bon souvenir. Ah oui, bien sûr. Et là, vous n'étiez pas dans l'ombre. Non. Non. Mais on l'appelait le prix Magaz. C'était le commanditaire du prix. Et il y avait le représentant donc, de Prix Magaz. Et à la fin, on m'a demandé de faire un discours. Et j'ai dit que j'avais appris l'existence du prix en pyjama. Et
J'étais vite habillé pour venir. Voilà. Et il m'a dit, c'est un peu court, monsieur Thibault. Et il y avait Raymond DeVos qui était là, qui faisait partie du jury. Il a dit, mais j'ai un petit commentaire à faire. Et il a raconté une histoire invraisemblable de circulation, de machin, le rond-point, vous savez. Ah oui. Il a dit, c'est pour ça qu'il était en retard, que j'étais en retard. Moi, c'était amusant comme tout. Hein. Alors, pour compléter ce portrait, est-ce que vous avez une devise? Une devise? Une devise, oui. Une citation un peu mantra qui vous suit. Parce que, alors moi, j'en ai relevé quelques-unes dans vos textes. Oui. Il y avait par exemple « Le monde ne changera pas pour nous faire plaisir » de Carlos Fuentes, oui. Qui se trouve dans le Vélo de l'Ange. Et puis aussi dans le Vélo de l'Ange, « L'amitié est intemporelle, éternelle. Les âmes qui se trouvent après s'être longtemps cherchées se jouent des distances et des siècles. » Oui, ça j'y crois beaucoup, oui. Oui, oui. Et je trouve que ça reflète aussi votre œuvre. Vous jouez des distances et des siècles. Oui, oui. C'est, comment dire, c'est deux... Bonjour madame. Ce sont deux, comment dire, des thèmes récurrents, quoi. L'amitié, on en parle beaucoup dans la première nouvelle qui s'appelle l'accordeur. Et c'est lui qui dit ça. Oui. Et qui est amoureux de la reine Margot. Voilà. Et puis en fait, il n'est jamais venu. Paraît-il. Voilà. Mais vous nous faites rencontrer, oui, à travers l'écriture. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? À partir de quel moment vous avez écrit? Est-ce que c'est une passion de toujours? J'ai toujours fait ça. Je crois que j'ai écrit mon premier poème en prose à 8 ans. Ça s'appelait L'Écureuil. C'était pas immortel, mais j'ai commencé comme ça. Après, je faisais des pastiches de Arsène Lupin ou de je sais pas qui, moi, plein de tous ces auteurs-là. Et j'étais un peu mégalomane. Je pensais que j'aurais le prix Nobel. Ben, je ne l'ai pas eu. Pas encore. Non, bon, c'est un peu tard maintenant. Voilà, j'ai toujours fait ça et j'ai gagné ma vie en écrivant certains livres des autres, du moins en participant à leurs livres, surtout des documents. Et puis, je me suis rendu compte que ça me suçait le sang complètement. Alors j'ai arrêté, je suis devenu traducteur de l'anglais. C'était pire encore que comme vampirisme, enfin bon. Parce que là, il y avait des délais à tenir. Puis un jour, j'ai dit, bon ben ça va maintenant. J'ai assez donné. Et j'ai arrêté, quoi. Et là, vous avez fait publier vos propres textes? Non, je l'ai publié en même temps que ces boulots alimentaires. En parallèle. Voilà. C'est pour ça que je ne publiais pas souvent, mais parce que ça... Et de temps en temps, j'en avais tellement ma claque de la traduction que j'ai dit on ferme tout et j'écrivais un peu pour moi, quoi. Voilà. Alors quand vous dites écrire pour vous, c'est-à-dire écrire vos propres textes, oui. Ou vraiment une écriture pour soi qui n'était pas forcément destinée à aller vers le public? Non, j'ai appris un peu à... Enfin, j'ai découvert ma façon d'écrire en écrivant des livres de Nègre, justement. Notamment un livre sur un chirurgien français qui vivait en Argentine et qui avait inventé la chirurgie équine. Et je sais pas, je trouvais le ton. Voilà. Et quand j'ai écrit mes livres, là j'avais écrit, oui j'en avais écrit un déjà ou deux. J'ai eu aucun mal à trouver le ton, puisque je l'avais déjà. Comme si la traduction avait été un entraînement pour trouver votre propre ton. C'est vrai ça. Mais la traduction, on avait droit, heureusement, on avait droit à 10% de coupe.
et à resserrer les textes. Et alors, j'adorais faire des coupes. C'était très agréable. Et une fois, je me souviens, il y avait parce que je traduisais les romans d'une Irlandaise qui s'appelait Tana French, qui étaient des pavés, des polars, quoi, des énigmes et tout. Et il y en a, le premier que j'ai traduit se passait sur un site archéologique à côté de Dublin. Et il y avait un jeune type qui tout d'un coup, un jeune archéologue qui se dresse et qui dit on m'a piqué ma truelle. Qui c'est qui a barboté ma truelle? Et tous les gens, les autres disent, on s'en fout de ta truelle. J'ai dit, moi aussi, je m'en fous de la truelle. Alors je coupe la scène, et bien à la fin, c'était l'arme du crime. Et donc vous l'avez réintégré? Voilà, oui, je l'ai réintégré. Et alors, est-ce que les livres que vous avez traduits ou les livres que vous avez coécrits, à la participation desquels vous avez collaboré, est-ce que ça nourrit votre écriture ou c'était vraiment deux choses totalement à part? Ah non, c'était... Ça nourrissait mon écriture aussi, oui. Et comme souvent, les trois plus importants que j'ai coécrits parlaient à la première personne. Donc... Je me glissais dans leur peau, quoi. Et puis, en plus, je me disais, j'enregistrais ce qu'ils disaient, bien entendu. Et puis, je me disais, quand ils me racontent, ils se souviennent de ce qu'ils ont vu. Et moi, quand je l'écoute, je l'imagine, ce qu'ils ont vu. Et j'étais très content quand à la fin, ils disaient, c'est tout à fait exact. Parce que je pouvais... Ah oui, c'était un métier... Après, ça devenait fatigant, mais... J'en ai écrit un pour Joseph Joffou, c'est celui-là qui m'a achevé, quoi. Parce qu'il a dit à la fin, François Thibault, c'est... Qu'est-ce qu'il a dit? Cavana revu par la comtesse de Ségur. Je dis, ben oui, voilà, il est charmant. Le compliment vous a emmené vers votre propre écriture et votre propre chemin. Voilà. Et alors, à part les textes que vous pouvez traduire, qu'est-ce qui nourrit votre écriture? Qu'est-ce qui nourrit mon écriture? C'est comment dire? Je cherche à être le plus précis possible. Et... même quand je fais la moitié du fantastique, quand il y a une chatte qui se change en buse, je la décris, elle se changea en buse et s'envola. Voilà. Pas la peine d'en faire des tonnes. Voilà. Et c'est ça qui... Tant que je n'ai pas trouvé ça, je reprends, je corrige, je relis. C'est long. Surtout les nouvelles, parce que dans une nouvelle, qui est par définition un texte court, si vous faites une répétition, ça ne marche pas. Dans un roman, on s'en fout, parce qu'on peut en faire 50, mais la nouvelle, il ne faut pas. C'est toujours... On a à la fin, ma femme parlait de ma névrose. J'arrêtais pas de dire... Et puis... mais c'est comme ça que j'arrivais à ce que je voulais, quoi. Et vous réécrivez à la main ou vous passez par l'ordinateur? Non. Vous avez des cahiers? J'en ai écrit 2 ou 3 à la main, sur un carnet, enfin un bloc-notes, quoi. Mais d'habitude, j'écris à l'ordinateur. Ouais. Et vous passez par l'oralisation de ce que vous écrivez ou c'est juste une lecture intérieure? C'est intérieur, oui. Non. Mais ça saute aux yeux, les imperfections, À la fin, on devient complètement cher. Hein. Et à quel moment vous dites, ça y est, cette fois-ci, c'est... Ah ben c'est quand je suis content. Quand je suis content. Là, vous dites, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne formulation et je passe à autre chose. Voilà. En reprenant le texte étape par étape. Voilà. Alors, vous parliez de la nouvelle.
Oui. On a pris comme habitude dans cette émission de parler d'une œuvre amie de l'auteur. Et donc, quand je vous ai posé la question de quelle œuvre vous souhaitiez parler, vous m'avez tout de suite dit la nouvelle et les filles du pasteur. Voilà, de D.H. Lawrence. Ou D.H. Lawrence. Ou D.H. Lawrence, voilà, on en discutait tout à l'heure sur... C'est une longue nouvelle. Qui donne son titre au recueil. Oui. En tout cas en français, parce que j'ai vu qu'en anglais, c'est pas le même. Oui. Mm-hmm. Et alors, quels sont les... Alors, avant qu'on parle plus spécifiquement de cette nouvelle, pourquoi cet intérêt particulier pour la nouvelle? Alors, vous avez écrit plusieurs recueils de nouvelles, on en reparlera. Oui. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé lire ça. J'ai toujours été choqué qu'en France, ça soit mal vu. La nouvelle, c'est très mal vu. Si vous envoyez une nouvelle, un recueil aux grands éditeurs, il faut être, si vous êtes le Clésio et Modiano, ça va. Mais sinon, ils s'en foutent. Hein. C'est pour ça que je suis reconnaissant à Dominique d'avoir publié celle-là, et à mon éditeur précédent d'avoir publié celui-là. Parce que... Et moi, j'adore ça. Donc, Et pourquoi vous adorez? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce genre de la nouvelle? C'est la concision. Par exemple, la nouvelle de Lawrence, un écrivain américain en aurait fait 400 pages. Et lui, non, il en fait 80, ça suffit amplement. C'est resserré, c'est beaucoup plus dense. Et donc, ça marque davantage. Enfin, moi, ça me marque davantage. Alors, comment on peut le présenter, ce recueil et cette nouvelle en particulier? Qu'est-ce qu'on peut en dire avant qu'on entre dans le texte? Le recueil est il y a plusieurs nouvelles de différents caractères, mais il y en a plusieurs sur le pays minier dont était originaire Lawrence. Et parce qu'il était fils de mineur, lui. Et sa mère était institutrice et s'estimait supérieure, d'un milieu supérieur à son mari. Et ça a beaucoup frappé Lawrence, parce qu'on retrouve ça dans tous ses livres, toutes ses nouvelles. Il y a toujours l'antagonisme social ou les conventions. Et lui, il avait envie d'autre chose. Et beaucoup de personnages, dont la fameuse Lady Chatterley, découvrent autre chose. Et d'ailleurs, cette nouvelle-là, c'est une ébauche, sans doute, de Lady Chatterley. Et qui arrive à la fin de beaucoup plus tard dans sa carrière littéraire, et qui l'a rendu célèbre. Voilà. Sur les mêmes thèmes, c'est-à-dire donc le mépris social et puis la découverte de l'amour, au sens large du terme. Et il y tient beaucoup. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup d'empathie pour les mineurs, pour son père. Et puis, mais il est parti. Et il a quitté il était originaire du bassin houiller au centre de l'Angleterre. Et il a fini par épouser une comtesse allemande, une baronne allemande de 6 ans de plus que lui, qui lui a tout fait découvrir, comme le jardinier. Mais c'était l'inverse. Voilà. Puis il est mort très jeune. Alors venons-en donc aux filles du pasteur. Voilà, oui. Alors comme le titre l'indique, les filles du pasteur sont 2 sœurs qui sont, dont les parents, dont surtout le père qui est pasteur d'une petite paroisse dans le pays minier, est très imbu du fait qu'il est sorti d'Oxford et que ceci et que cela. Et il fraye pas, il déteste ses paroissiens, les mineurs. Et parce qu'il se moque toujours de lui. Par exemple, il y en a une paroissienne qui dit « Oh ben, non, la messe, je ne peux pas y aller parce que je vais au marché. » Voilà, donc ils s'en foutent complètement parce que le pasteur les impressionne pas du tout. Et lui le prend mal. Et ces 2 filles font des tournées avec lui pour voir les différents paroissiens, notamment une certaine Madame Renard, qui gémit tout le temps parce que son fils est engagé dans la marine, son fils cadet.
le dernier. Et qu'elle s'est sentie abandonnée, quoi. Et le pasteur, absolument insensible, dit « Mais c'est très bien de servir la reine et le drapeau. »« Ouais, et moi alors, etc. » Bon. Et Marie, Louisa, la plus jeune sœur, y va souvent, et, parce qu'elle connaissait Andrew quand il était le fils cadet, quand ils avaient 19 ans. Bon là, les années ont passé parce qu'on ne s'engage pas dans la marine pour une semaine, quoi. Donc il rentre après des années. Et par hasard, Louisa était là parce qu'elle avait décidé de venir voir Madame Renard, elle s'appelle. Durand, pardon. C'est un nom typiquement britannique, comme vous le constatez. Elle s'appelait Durand. Et elle a ressenti une immense douleur en arrachant un chou de son potager. Elle était à genoux, elle a tiré pour préparer le repas pour son fils préféré et chéri. Voilà, parce qu'il allait rentrer. Et Louisa la ramène à sa petite maison où elle tient une petite mercerie. Et son mari, qui était mineur lui aussi, mais il est mort. Et il était absolument, il était inutile, quoi. Donc, elle s'occupait de tout. Et donc Louisa la couche. Et la couche, elle redescend et hop, elle tombe sur Andrew, qui lui sourit. Alors là, elle est comme ça parce qu'il a de petites dents pointues très blanches. Et elle en raffole. Et elle a de très très beaux cheveux, brun roux, et il en raffole. Mais ils sont absolument paralysés, complètement. Voilà. Et elle remonte, parce que Madame Durand l'appelle, et lui dit Andrew doit se laver le dos. Il faut laver le dos à Andrew. D'habitude, c'est moi qui le fais, mais je ne pourrais pas. Et elle tend un linge à Louisa qui est pétrifiée d'angoisse. Elle dit comment je vais laver le dos d'un homme, d'un mineur en plus. Quelle horreur. Elle se demande ce que veut la mère réellement. Elle dit faites le repas et ensuite vous lavez-le d'abord puis vous ferez le repas. Voilà, le chou que j'ai cueilli. Et entre-temps, elle a fait venir un médecin qui dit la patiente est atteinte, souffre d'une tumeur, elle peut mourir demain, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ou jamais, quoi. Et elle apprend ça à Andrew, qui est complètement... mais quand elle le revoit, il est rentré de la mine, parce qu'il était rentré de la marine, il avait repris son travail de mineur parce que c'était le seul endroit, la mine, où il se sentait à l'aise et où il était respecté par ses camarades alors qu'il a des complexes d'infériorité à n'en plus finir. Et donc voilà, donc Louisa descend et lui il est au-dessus d'une bassine et il se lave les bras, etc. Bon. Puis de temps en temps, il s'asperge le dos, mais c'est pas exactement ça. Et elle dit, il faut vous laver, votre mère me dit qu'il faut vous laver le dos. Alors lui, il est tout à fait ahuri, mais... Et puis elle s'exécute, et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce passage, d'une sensualité inouïe, c'est que... Vous allez nous lire. Oui, c'est que, ben voilà, je vais le lire. Et pour découvrir cette sensualité, puisqu'ils se retrouvent tous les deux, ne sachant pas que faire de ce moment à la fois qu'ils appréhendent, mais en même temps qu'ils désiraient aussi. Voilà. Donc, Alfred était agenouillé devant le feu, le torse nu, et se lavait dans une vaste terrine rouge. Il faisait ainsi tous les soirs après son dîner, comme ses frères l'avaient fait devant lui, mais Miss Louisa était une étrangère dans la maison. Il frottait machinalement l'écume blanche sur sa tête
Dans un mouvement monotone, inconscient, sa main passait régulièrement sur son cou. Louisa regarda. Il faudrait s'habituer à cela aussi. Il courba la tête jusque dans l'eau, la rinça et s'essuya les yeux. « Votre mère dit qu'il faut vous laver le dos, dit-elle. C'était étrange comme elle avait du mal à entrer dans la routine de leur existence. Louisa se sentit obligée à une promiscuité presque odieuse. C'était si vulgaire, cette vie en troupeau. Elle y perdrait sa distinction. Les yeux et la bouche du garçon s'arrondirent. Il la regardait en remuant le menton de bas en haut d'un air qui aurait dû être très comique. Elle eut de la peine à réunir son courage. « Comme il est drôle avec ses hochements de tête, pensa-t-elle. En somme, il y avait tout de même une différence entre elle et les gens du peuple. L'eau où ses bras plongeaient était tout à fait noire, les bulles de savon grisâtres. Elle avait de la peine à le regarder comme un être humain. Machinalement, comme tous les soirs, il tâtonna dans l'eau noire, il pêcha le savon et la flanelle et les tendit en arrière à Louisa. Puis il resta immobile, soumis, appuyé dans la terrine sur ses deux bras tendus, qui se portaient le poids de ses épaules. Sa peau était admirablement blanche et unie, d'une blancheur solide, opaque. Peu à peu, Louisa s'en rendit compte. Cela aussi, c'était lui. Elle était comme fascinée. Tout sentiment d'éloignement disparut, toute répugnance cessa d'un rapprochement avec lui et sa mère. Il y avait cette chose vivante. Son sang brûla dans ses veines. Elle avait atteint un but. Ce beau corps clair et mâle, il lui donnait un plaisir blanc, anonyme. Mais son cou brûlé de soleil, ses oreilles rouges, c'était plus personnel, plus intéressant. Une tendresse monta en elle pour ces drôles d'oreilles, pas jolies. Il était un être vivant et proche. Elle posa la serviette et remonta l'escalier, profondément troublée. Elle n'avait encore vu qu'un être humain véritable dans sa vie, c'était Mary. Tous les autres étaient des étrangers. Maintenant, son cœur allait s'ouvrir. Elle en avait trouvé un autre. Elle se sentait étrange, gonflée d'inconnu. Voilà. Et donc, vous remarquerez que aucun des gestes de Louisa n'est décrit. On n'évoque que ce qu'elle ressent. Et pourtant, on s'y croit, quoi. On imagine. Voilà. C'est ça qui est très intéressant dans ce... Et puis donc, vous devinez la suite, ce qui va se passer. Mais ça, la fin la fin de cette nouvelle, je vous la laisse découvrir. Parce que sinon, c'est spoilé, comme on dit aujourd'hui. Et c'est une fin à la fois cruelle, mais pleine d'espoir, quand même. Voilà. C'était... Mais c'est une nouvelle qui, quand je l'ai lue la première fois, j'étais comme ça. Je trouvais qu'il y avait un suspense insoutenable. Peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas. Et je l'ai relu une dizaine de fois, quoi. Et chaque fois, je trouve quelque chose de nouveau. Et notamment l'autre sœur, qui se sacrifie pour la famille en épousant un pasteur qui est venu remplacer son père malade et qui est issu d'une famille très aisée. Donc ça, aux yeux de la mère, c'est inespéré, puisqu'ils sont très pauvres, le pasteur et sa femme. Ils sont aussi pauvres que les mineurs, quoi. Et voilà, elle a deux enfants. Et puis après, je vous raconte. Non. Voilà. Non. Après, on vous laisse aller découvrir les deux sœurs. cette nouvelle et les autres. Celle-là est extraordinaire. Et je disais à Isabelle, c'est que un écrivain américain, de ça, il en aurait fait 450 pages. Avec des répétitions, des machins, des trucs. Et ce qui est bien dans cette nouvelle, c'est que tout est resserré, quoi. Alors que ça, il se passe des tas de choses que je ne vous dirai pas. Et donc, ça donne un tremplin vers votre dernier recueil publié, puisque
Vous avez publié 3 recueils de nouvelles, oui, c'est 3. ça, il y en a 3. Et ça, c'est 2 à la suite, voilà, les 2 derniers. Les 2 derniers. Moi, je ne veux plus écrire de romans. Alors pourquoi plus de romans? Parce que c'est trop long. Et vous en lisez, des romans? Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est le fait de les écrire. Non, je me dis, on arrive toujours au milieu, on ne sait pas quoi raconter. Il faut faire du remplissage. C'est assommant, puis c'est long. Et puis en plus, après, quand il vit sa vie, on se dit, merde, ça valait peut-être pas le coup. Hein. Mais le dernier roman que j'ai écrit avec plaisir, c'est celui-là. Le guerrier nu. Voilà. Qui s'inspire de l'histoire de mon père, mais que j'ai déplacé, dans le village où j'avais une petite maison où je travaillais pendant la semaine. Comme ça, j'étais sur place. Pour mieux décrire voilà. l'environnement. Voilà. Donc, le dernier recueil publié, c'est Le vélo de l'ange, Oui. donc publié aux éditions Court Toujours, avec comme éditrice Dominique Brisson, qui sera présente à la fête du livre de Merlieu, aussi avec les différents livres de cette maison d'édition qui est située dans le sud de l'Aisne. Et alors, comment s'est faite votre rencontre avec Dominique ? Je l'ai rencontré grâce à Philippe Leleu qui avait publié ce livre-là. Et qui après n'a pas pu publier celui-là parce qu'il avait des trous dans la caisse. Enfin bon, il m'a conseillé d'aller voir, de chercher. Et donc au Salon du Livre de Paris, en je ne sais plus quelle année, je venais de publier ça, donc il y a 6 ans ou 7 ans. Le stand de Court Toujours était à côté du stand des éditions du Labyrinthe. Et alors il me l'a présenté, tout ça, on a sympathisé et tout. Et puis je me suis fait un ami qui est un écrivain du Nord qui s'appelle Lucien Suel. Qui est déjà venu à Merlieu à plusieurs reprises. Ah oui. Et qui a publié un très beau roman chez Dominique. Enfin, la collection La vie rêvée des choses. Oui, ça c'est La Serpillière. La Wassingue. Sur La Serpillière, la Wassingue. Mais il a publié un autre texte indépendant de la collection qui s'appelle Rivière, oui. Rivière, oui, voilà. Qui est très très beau. Et donc je rêvais d'être avec lui dans la même maison que lui. Donc j'ai envoyé le texte à Dominique. Et elle m'a fait un suspense intolérable. Parce que bon, les nouvelles, je vous dis, les éditeurs qui ont pignon sur rue, si vous n'êtes pas le Clésio ou Modiano, vous pouvez vous accrocher. Ils ne publient pas. Et il y en a qui le disent. Joël Lospel m'avait dit, j'ai lu votre texte avec bonheur, mais je ne publie pas de nouvelles. Bon, ben merci, madame. Et c'était très gentil de sa part, elle m'a répondu quand même. Elle l'a lu, elle vous a répondu. Voilà. Mais donc là, ils m'ont invité à déjeuner à Épau-Bézus, c'est-à-dire c'est à côté de chez moi, c'est 40 km. À l'époque, j'étais assez vaillant encore. Et il y avait elle et son compagnon, Daniel, qui s'occupe de la gestion de la maison d'édition. Et puis, ils ont servi le pastis. C'était du pastis, je crois, ou du vin blanc, je ne sais plus. Et ils me regardent comme ça, ils disent, voilà, on a beaucoup réfléchi. Et je me dis, oh là là, ça sent mauvais, ça. Ça sent... et je ne vous cacherai pas que nous avons hésité, etc. Je dis, bon, crache ta valda, quoi. Et à la fin, elle a dit, nous allons le publier. Voilà. Ouf. Et là, vous avez trinqué. Le roi n'était pas mon cousin. Et puis voilà, on a travaillé ensemble dessus. Enfin, elle a fait quelques réflexions qui étaient bienvenues d'ailleurs. Par exemple, elle me dit, dans vos textes, il n'y a que des belles femmes. Vous ne pouvez pas trouver d'autres... Il y a des boiteuses. Comment ? Il y a des boiteuses. Il y a des boiteuses, oui. Mais qui sont belles. Mais qui sont belles. Ouais. C'est la belle boiteuse. C'est la belle boiteuse. C'est pas la belle noiseuse. Et alors j'ai trouvé des équivalences, quoi.
Et c'était bien vu de sa part, parce que c'est vrai, je regardais, je dis, c'est vrai que j'exagère un peu. Ça fait le petit garçon qui offre des fleurs à sa maîtresse d'école, quoi. Vous connaissez l'histoire, hein? Et l'institutrice lui dit, pourquoi tu es si gentil avec moi, mon petit? Pourquoi ces fleurs? Et il dit, parce que ça attire les guêpes. Enfin, c'est une affection particulière. Je ne sais plus où on a été là. Ben moi, je vous propose qu'on lise peut-être le début de la nouvelle Le vélo de l'ange, oui, oui. Qui donne son titre au recueil, qui n'est pas la première nouvelle du recueil, c'est la deuxième. Oui, d'abord, il y a l'accordeur dont on parlait tout à l'heure. L'accordeur de piano, oui. Et ça, c'est un choix de Dominique ou c'était vous, l'ordre des nouvelles? C'était moi. Mais elle en a changé une ou deux de place, mais non, l'accordeur, c'est la première. C'est pour donner le ton. Voilà. Alors, le début du vélo de l'ange, 1er mai 2019. Depuis la mort de ma femme, ici dans ce village de Picardie cerné par de grands êtres, où après tant de conflits et de malentendus nous avons vécu nos 20 plus belles années, se produisent des événements singuliers. Des pans de murs aux pierres creusées par des fossiles surgissent au milieu des champs. Des chevaux emballés galopent dans la rue les soirs d'orage. Des nains de jardin gambadent sur les pelouses et me font signe. Des gamines en robes et soquettes blanches, mortes depuis un siècle, se jettent en s'esclaffant dans ces flaques de boue le matin de leur première communion. La veille de son opération des coronaires à l'hôpital Bichat à Paris, me raccompagnant jusqu'à l'ascenseur, si confiante et si gaie, toute menue dans sa robe de chambre bleu clair à capuchon. Au moment où je lui avouais qu'en dépit de tout, je l'aimais depuis plus de 40 ans, Anne a murmuré en m'embrassant, haussée sur la pointe des pieds, « Nous avons mis le temps, mais nous nous sommes trouvés. » Je me souviens de son odeur, de ses traits sans pareil, de son sourire esquis. Le matin même, elle m'avait dit « Promettons-nous que celui de nous deux qui s'en ira le premier s'arrangera pour que l'autre ne reste jamais seul. » J'ai promis, croix de bois, croix de fer. Et je voulais lire ce début de nouvelle parce que il est assez révélateur de l'ensemble du recueil. Alors il y a effectivement le local, il y a des choses un peu mystérieuses, fantastiques, et puis le retour à la réalité, une réalité cruelle, mais en même temps dont ressort aussi, dont surgit la beauté aussi. Voilà, oui, c'est exactement ça. C'est ce que je cherchais à faire, quoi. Voilà. Et mais celle-là, je l'ai écrite comme ça, sans difficulté. Ça coulait très très bien. Puis ça se termine, enfin non, je ne sais pas raconter la fin non plus. Non. Et puis il y en a une, par exemple, qui s'appelle Déesse, qui est l'histoire d'une vieille folle qui parle à une statue dans une chapelle abandonnée. Et enfin, vieille folle. Moi, je la trouve pas folle du tout, mais disons, elle est fantasque. Et ça, je l'ai réécrite 15 fois, je crois. C'est-à-dire, je l'ai reprise, corrigée, réécrit des passages, jusqu'à ce que, comme c'est un monologue, il fallait que le ton soit exactement, et soit juste. Que ce qu'elle dit, c'est une égalité, quoi. Et ça, c'était très très long. Il y en a d'autres que j'ai écrit très vite. La dernière, là, je patienterai, j'ai écrit dans la journée, je crois. Sans beaucoup la réécrire, alors? Non. En fait, presque d'un seul jet. Voilà. Et alors justement, c'est l'un de vos personnages qui dit dans Le Soleil ni la mort, « J'écris ce qui me passe par la tête ou me revient en mémoire. Pas de roman, non, j'ai eu ma dose, mais des nouvelles, des contes, des pensées, des textes courts. » Voilà, c'est exactement ça. C'est votre, j'allais dire, votre revendication du moment, qui fait aussi qu'on passe d'un thème à un autre, d'une nouvelle à l'autre, mais avec des récurrences aussi. Ah oui, il y a des correspondances, oui. Il y a des thèmes de l'eau, par exemple, qui est très présent.
Comme chez Duret. Comme chez Laurens, effectivement, on en parlait. Alors, il y a une particularité aussi dans vos nouvelles, c'est qu'elles sont toutes précédées d'une citation, mise en exergue, et qu'elles sont toutes dédiées à une ou plusieurs personnes. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'à une époque, je n'allais pas très bien, et j'étais très dépressif, quoi. Et je voulais remercier tous les gens qui m'avaient soutenu et aidé. Et après, je me suis dit, il y en a pas qui... C'est vrai qu'il y a une diversité des personnes à qui vous dédiez les nouvelles. Après, il y en a qu'on retrouve aussi. Oui, c'est ça. Mais donc ça, j'y tenais beaucoup. Et le choix des citations, il arrive avant l'écriture ou après l'écriture Ah ben ça dépend. Mais généralement, c'est avant, oui. Ouais. Quand je lis une phrase qui me frappe, je la souligne au crayon. Et c'est assez amusant. Et la citation de Tolstoï me plaît beaucoup parce que c'est exactement ça. Ça, c'est pour l'ensemble du recueil. Cela ressemblait tout à fait à des souvenirs, mais souvenirs de quoi? Il semble qu'on se rappelle des choses qui n'ont jamais existé. Ben voilà, c'est exactement ce que j'écris. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi l'un des enjeux de la littérature que d'écrire des choses qui n'ont jamais existé, oui. À partir de choses qui ont existé? Oui. Actuellement, c'est plutôt des choses qui ont existé, parce que les gens, ils écrivent sur leur mère, leur père, la cousine et tout ça. Ça, c'est un peu... Mais apparemment, la famille est très en valeur dans la rentrée littéraire de cette année. Ça, c'est quelque chose. Hein. Bon. Tant mieux pour les libraires, puisque ça marche. Alors, pour revenir à l'écriture de la nouvelle, ce qui est toujours compliqué, peut-être que pour vous ça ne l'est pas, c'est la chute, la fin. Oui. Est-ce que vous l'avez avant de commencer votre nouvelle, ou est-ce qu'elle vient dans le cours de l'écriture? Ça dépend. Souvent, je vais en direction de la chute. Souvent, je l'écris avant la chute. Dans la nouvelle qui s'appelle Ni le soleil ni la mort, j'avais écrit la dernière phrase avant de trouver tout. C'était, comme c'était un vieil écrivain qui me ressemble un peu, quoi. Et puis, de temps en temps, ça, par exemple, dans l'accordeur de piano, l'accordeur arrive, il est taiseux. Et on a dit, au narrateur, on lui a dit, t'inquiète pas, il refuse tout, il veut pas boire d'eau, pas de café, rien, et il parle pas. Ouais. Et tout d'un coup, il tombe sur une biographie de Charles IX dont il se sert pour, je sais plus quoi, coincer quelque chose, parce qu'il faut démonter le piano pour l'accorder. Et il dit, ce roi fera l'affaire. Et puis, ils en viennent à parler. Et lui, il raconte qu'il est très ami avec la reine Margot, qui est la première femme d'Henri IV, et la sœur d'Henri III. Et c'est là où il dit l'amitié est intemporelle et se joue des siècles. Oui, voilà. Et puis il dit d'ailleurs, qui vous dit que je n'ai pas été l'accordeur de son épinette? Il dit vous. Ah, dans ce cas-là. Et en fait, ils discutent comme ça. Il est très très content parce que ils ont des affinités. Le narrateur a des origines protestantes du côté de sa mère. L'autre lui dit il faut absolument que vous les retrouviez. Et oui, des Hollandais, pardon. Il a des cousins hollandais qui sont des descendants d'un de ses ancêtres qui a émigré en Hollande à la révocation de l'édit de Nantes, qui n'est jamais rentré. Et le narrateur répond, alors l'accordeur lui dit, il va absolument entrer en contact avec eux, c'est passionnant, j'en parlerai à Margot et tout. Et l'autre lui dit, vous savez, au bout de 3 siècles, les relations se sont un peu espacées. Voilà,
Mais il y avait ce goût chez vous de vraiment ce passage du présent au passé, comme si tout était dans une seule époque concentrée. Oui, c'est ça, oui. Mais l'époque, elle est là. C'est le présent, mais les souvenirs aussi qui viennent à choper. Voilà. Et là, justement, c'est la chute m'est venue. J'avais fini la nouvelle et je disais, il manque quelque chose. Puis je me suis endormi et tout d'un coup, je me suis réveillé et j'ai trouvé la chute. Et ben voilà, je ne la raconte pas non plus parce que... On ne divulgage pas les chutes, il faut laisser la surprise. C'est tout le bonheur de la lecture de la nouvelle que les chutes. Alors peut-être qu'on peut lire une nouvelle en intégralité, et là vous aurez la chute. C'est la toute dernière nouvelle du recueil qui est relativement brève, celle-ci. Elle est très brève. Vous voulez la lire ou je la lis? Ah, lisez-la, vous lisez mieux que moi. Je patienterai. Vif mais calme, l'encolure basse et mâchouillant leur mort, les chevaux au pas foulent en ce soir de juin le foin coupé par une faucheuse mécanique, tirée par une paire de percherons et conduite par un très vieil homme dont le béret noir laisse tomber le long de ses joues ses mèches d'ancêtre. Tout en bas, à l'orée de la forêt où les deux cavaliers se dissoudront bientôt, l'attelage passe et repasse avec patience, tandis que la jeune femme et son compagnon parlent et rient ensemble. Elle, lumineuse avec ses cheveux très noirs, sa peau mate, ses yeux sombres, son chemisier d'un blanc translucide, son nez busqué, son sourire mouillé, ses hanches et ses cuisses si pleines, si souples, sans compter son parfum mêlé à celui de leur bête, et du pré d'où s'envolent des moucherons montant vers le ciel qui s'obscurcit. Ils cheminent côte à côte. Chacun règle sur celle de l'autre l'allure de sa monture. Ils devisent gaiement, mais troublés, comme s'ils se retrouvaient et se connaissaient depuis la nuit des temps. Combien de siècles encore devront-ils attendre? Éperdu, il la contemple, détaille le moindre pli de ses paupières, de son visage, la courbe de ses épaules, de ses bras, de son ventre, de sa poitrine. Il brûle de descendre de cheval, de l'aider à mettre pied à terre, de dévorer sa nuque et son cou en la ployant contre lui, comme des milliers d'années plus tôt, d'ouvrir son chemisier, de l'allonger dans l'herbe haute, sans se soucier du vieil homme qui ne peut les voir, de savourer contre sa bouche la chaleur de sa peau et le bruit de son cœur, avant de l'aimer doucement, comme autrefois, quand la glace recouvrait le monde. Ce n'est pas possible, tous deux le savent. Alors il s'écrie « Quel dommage que vous soyez morte !» La jeune femme le contemple à son tour, lui répond avec ce rire auquel nul n'a jamais résisté, en tentant de caresser sa joue. « Quel dommage que vous ne soyez pas encore née !» Elle pousse son alezan au galop, se retourne et clame en levant le bras « Je patienterai !» Ils disparaissent tout à coup, ne laissant derrière eux que deux ombres dispersées par la brise et la senteur délectable de la luzerne, que le vieil homme, impavide et perdu dans ses songes, fauche inlassablement. Veuf, il a 85 ans, un fils, une bru, deux petits-fils immenses à la crinière d'Apache, qui l'embrassent en montant sur un escabeau. Tous les quatre l'ont comblé. À présent, son existence remplie de joie, de rupture, de violence, de réconciliation et de remords s'achève sur le lit d'hôpital où il rêve. Il mourra aujourd'hui, il n'a pas peur. Rêve-t-il encore? C'est l'aube. Pas un bruit le long des couloirs, hormis un frôlement de pantoufles qui se rapprochent. Dans la grisaille, une silhouette féminine vêtue de blanc pousse la porte de la chambre, glisse vers lui, s'agenouille et chuchote. « C'est moi ». Il reconnaît ses cheveux d'encre, sa voix, son sourire, son parfum sans pareil, la chaleur de la main sur la sienne, de ses lèvres sur ses paupières. Elle ajoute « Dès votre naissance, j'ai veillé sur vous. Ce fut long. Je vous ai évité bien des désastres. L'heure est venue. Voulez-vous me suivre ?» Il halète, perd son souffle. « Oui, oui. Que dites-vous, monsieur ?» Penchée au-dessus du lit, l'infirmière pose le plateau du petit déjeuner sur la table de chevet, pivote pour remonter le store, puis lance d'un ton enjoué « Le soleil se lève, nous allons avoir une belle journée !» Elle tourne la tête, lâche la manivelle. « Monsieur, vous m'entendez ?»
cette fois-ci, donc une nouvelle dans son intégralité, pour terminer un petit peu sur cet échange autour de ce recueil et pour vous inviter à aller découvrir les autres. Et à présent, on va peut-être passer à l'actualité des bibliothèques et laisser la parole à Dominique pour présenter la bibliothèque de Brancourt-en-Lannoy qui nous accueille ce soir. Alors, si vous êtes ici dans la bibliothèque de Brancourt-en-Lannoy, donc ça a été ouvert au début par rapport à une école. C'était un projet au niveau école, la fameuse BCD. Et après, au fur et à mesure des dons qu'on a eus par le village, on a ouvert au tout public. Donc il y avait l'école et éventuellement ados, adultes. Et actuellement, je la tiens, donc on fait des permanences en dehors du temps scolaire, le mercredi et le vendredi. Et je tiens avec Liliane, qui est avec moi, ancienne collègue enseignante, moi-même enseignante en retraite. Donc on a le temps disponible pour pouvoir faire la bibliothèque. Cette bibliothèque-là, elle a été un petit peu modifiée. Elle était dans une petite salle. Et là, on a récupéré. Malheureusement, on a perdu une classe par rapport aux effectifs. Donc, on a déménagé dans une des classes de l'école primaire. Et venir ici, ça permet en plus d'avoir plus d'accès plus facile aux gens, vu le parking qu'il y a, plus ouvert aux gens aussi, parce qu'elle est plus large, plus lumineuse. Voilà. Donc là, on en profite. Et du coup, on accueille les élèves, le périscolaire, et aussi il y a des jeux aussi. On fait aussi des mercredis après-midi où c'est des jeux de société, tout en étant prêts, faire les prêts pour les livres. Voilà, donc on accueille un tas de monde comme ça. C'est une bonne petite convivialité au niveau des gens. Et depuis qu'on est ici, dans cette pièce-là, on a un peu plus de gens qui viennent, des adultes qui redécouvrent en fait la bibliothèque qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Je peux peut-être vous interroger sur votre rapport aux bibliothèques, puisque nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que vous fréquentez les bibliothèques en tant qu'écrivain quand vous y êtes invité ou en tant que lecteur? Non, en tant que lecteur. En tant que lecteur. D'ailleurs, la bibliothèque la plus proche de chez moi, c'est celle de Soissons. Il y en a une dans le village à côté, mais c'est bon. Pardon. Je vais souvent à Soissons parce que bon, c'est beaucoup plus de choix, beaucoup plus imposant. Et puis ma femme me disait, mais il faut que tu te fasses connaître comme auteur. Je dis, bon, je vais pas la ramener quand même. Vous voulez rester dans l'ombre? Voilà, j'allais le dire. Et puis un jour, il y a tout le personnel qui vient me dire bonjour. On ne savait pas, monsieur, etc. Bon, on a commandé vos livres, ceux qui sont encore disponibles. Ah, j'ai dit, c'est très gentil, mais c'était des mois après la réflexion de ma femme. Et après, ils sont très gentils. Quand j'ai pas ma carte, bon, ils s'en foutent, donc c'est bien. Mais c'est une bonne bibliothèque, il y a pas mal de choix, oui. Et c'est là que vous faites des découvertes, parfois ou... Ah oui. Oui. Et là, vous y lisez des romans, donc? Ça dépend. Ça dépend. Là, j'ai lu un jour, j'ai pris les nouvelles de Joseph Conrad. Je n'ai pas été au bout parce que ça fait 1000 pages en collection, je ne sais plus quoi. En collection... je sais pas. Collection Quarto, de chez Gallimard. Oui, je prends des romans, des livres d'histoire aussi, des films. Non, j'y vais plus parce que c'est loin. Et puis comme je marche mal, il me faudrait plus de temps moins de temps pour lire le livre que je sais chercher que pour y aller, quoi. Donc... Maintenant, les livres viennent à vous. Voilà. Mmh. Et alors, est-ce que les questions viennent à nous? Non, la question que j'avais posée tout à l'heure, mais vous l'avez posée. C'est vrai que j'étais curieuse de savoir si l'auteur avait déjà pensé à la fin du livre, à quel moment voilà, vous décidiez de la fin du livre, mais je crois que vous y avez répondu. Oui, ça c'est... C'est vrai que c'est quand on parle d'une idée, d'un livre, en tant que lecteur peut-être, parce que j'écris pas, mais je me dis, je sais pas si j'aurais déjà l'idée de la fin en fait. On découvre peut-être aussi les personnages au fur et à mesure, je pense que vous... Ah oui, mais il y a de tout. Je peux trouver
la chute dès le début là-dedans, Oui. dans ma tête. Ou alors elle vient, discrètement, elle s'impose. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Et les personnages, vous les avez déjà déterminés au départ? Vous avez déjà l'idée complète, enfin, Oui, oui. avec les grandes lignes de ce que vous Oui, avez oui, écrit. oui, oui. Et donc le déroulement, les personnages, vous les avez déjà dans votre tête Voilà, créés, et puis vous voyez déjà comment ils sont. En fait, voilà, oui, dès oui, le oui, départ. oui, oui. D'accord. Et puis, comment dire, comme ce sont souvent la plupart du temps, ce sont des narrateurs, c'est à la première personne. Il y a beaucoup de monologues, donc le monologue, je le récite, jusqu'à devenir gaga, quoi. Mais ça, c'est la partie du travail qui me plaît le plus. Ouais. Et on retrouve des personnages à l'intérieur de votre œuvre. Oui. Entre le roman, entre les nouvelles, il y a des personnages qui sont récurrents. Alors il y a Ian Fleming qui apparaît à plusieurs reprises, par exemple. Ian Fleming, oui, oui. Avec son whisky. Avec son whisky, oui. Et puis, oui, il y a Adrien Laure qui apparaît Aussi, plusieurs fois. Et il apparaît dans le roman qui porte son nom, La nuit d'Adrien Laure. Et dans Les Rois barbares, il joue un rôle très important. Mais pourquoi ça? Comment? Et pourquoi? Parce que c'est mon double. Ah, Ian Fleming. Comment? C'est Ian Fleming. Ian Fleming est Non, votre Adrien. double. Non, c'est un homme, Adrien Laure. Adrien Laure. Adrien, il s'appelle. C'est pas grave. Non, non, non. Ce sont deux personnages récurrents. Oui, il y en a d'autres d'ailleurs, je me souviens plus très bien, mais... Il y a Paul Malandret qui réapparaît. Ah oui, dans Les Rois barbares, Les Rois il apparaît, barbares. il a cherché son fils. Oui, c'est vrai ça. En fait, quand on passe d'un texte à l'autre, il y a vraiment une unité de l'œuvre qui se Oui. dessine. Je ne connaissais pas vos textes avant que Dominique nous propose de vous accueillir à la fête du livre et de découvrir Le vélo de l'ange. Et c'est vrai qu'en lisant après l'ensemble enfin pas l'ensemble, puisque tous, hélas, ne sont plus disponibles. Il y en a qui sont épuisés. Il y en a qui sont épuisés, mais c'est intéressant de passer d'une œuvre à l'autre et de Oui. voir comment ça se tisse finalement. Oui, c'est sûr, ça c'est involontaire. Enfin, sauf quand, par exemple, l'idée du pianiste, je l'avais, mais pour Les Rois barbares, mais je me suis dit, bon, s'il n'y a qu'un pianiste qui soit un génie du piano, c'est Adrien Laure. Tof, pof, je l'ai mis là. Et dans le Notre-Dame des Ombres, il y a un accordeur aussi, il y a un pianiste accordeur. Oui, oui, oui. Donc il y a aussi oui, oui. ces passerelles. Et alors là, vos projets du moment, vous écrivez tout le temps des nouvelles ou... Je vais voir si j'en ai d'autres dans la tête. Mais en ce moment, c'est la grande... c'est pas la grande vadrouille, mais c'est la grande glandouille. Parce que je suis... j'ai pas envie d'écrire, quoi. On peut pas se forcer. Hein. Alors nous, on a envie de vous retrouver à la fête du livre de Merlieu, le dimanche 5 octobre. Donc le programme est en ligne sur le site, l'affiche est juste derrière. Donc on vous retrouve nombreux, on l'espère, le dimanche 5 octobre. Et puis vous aurez l'occasion de rencontrer en chair et en os François Thibault et tous les auteurs invités en littérature générale, en jeunesse, sur le pôle environnement, ainsi que tous les exposants dans les rues de Merlieu. Merci à tous de votre présence. Merci à Dominique et à son équipe de nous avoir accueillis. Merci à l'équipe de la communauté de communes de la Picardie des Châteaux pour assurer la technique, la logistique, etc. Et puis merci François d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Et en fait, j'avais aucune raison de le perturber parce que tout s'est bien passé. Et j'ai pas eu une extinction de voix. Voilà. Et non, tout s'est bien passé, c'est la magie. C'est la magie. Et donc, on se donne rendez-vous pour la fête du livre et pour le 4e numéro de Virgule. Merci. Merci.